C'est un choix d'infos, un choix d'apprendre et un choix de joie que vous opérez ce matin en ouvrant vos yeux sur RTI 1 et plus précisément sur votre programme matinal. Tout cela dénote d'un bon programme qui vous est proposé ici dans une belle humeur et une bonne ambiance que vous allez voir se décliner sous plusieurs coutures. Et tout ceci à deux avec Thierry Angeval pour vous servir. Et oui, et ce sera jusqu'à 8 h. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans Matin Bonheur, nos différentes constantes à vous proposer. Aujourd'hui, donc, vous aurez bien sûr le sport. Aujourd'hui, on aura aussi des informations. Et nous sommes jeudi. Les jeudis, nous avons aussi de temps en temps, oui, le tuto malin. Aujourd'hui, nous allons entrer dans vos cérémonies, dans vos réceptions de mariage, de baptême, pour parler de dragées et les différents dérivés. Donc, nous allons aussi évoquer dans votre assiette et retirer même de cette assiette les erreurs alimentaires que nous faisons au quotidien, sans oublier que nous allons vous proposer un dossier sur le cancer pédiatrique. Mais on a aussi d'autres programmes à vous proposer, n'est-ce pas, Alix? Oui, je pourrais dire qu'on ne pourrait pas être plus clair sur le programme, sinon ajouter Renaud Cobia et Régis Kofi. Et voilà, vous avez toute l'essence de ce programme qui vous sera proposé durant ces 90 minutes. Alors, vous savez toujours qu'on démarre par les fondamentaux, à savoir la couleur du temps. On en aura encore un peu de temps à vous le proposer. Le temps de vous dire que, en tout cas, on est très heureux d'être en votre compagnie. Nous sommes aujourd'hui 25 mars 2021 et le carême chrétien se poursuit et bientôt le jeune musulman aussi pointe son nez à l'horizon. Et donc, c'est dans toute cette belle symbiose-là que nous voulons rester jusqu'à atteindre voilà, les différents termes des célébrations. Donc, nous sommes jeudi. On a un programme très alléchant qu'on va partager ensemble durant les minutes qui s'écrouleront maintenant. Ceci dit, je vous invite maintenant à aller découvrir les données météorologiques. Mesdames et messieurs, bonjour. À l'ouest et au sud, le début de matinée sera nuageux avec quelques averses, notamment au sud-est, avant de faire place à de belles éclaircies au cours de la période. Le nord, le centre et l'est observeront en début de période un temps partiellement nuageux et ensoleillé qui deviendra nuageux au cours de la matinée. Passons aux variables, nous pourrons observer 23 degrés à Bengourou, 25 à Abidjan, 24 degrés à Diaké, 23 à Bandoukou, 22 degrés à Boaké, 24 à Bouna, 24 degrés à Bundiali, 23 à Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 24 degrés à Guiglo et à Korogo, 23 degrés à Mont, 24 à Odiene, San Pedro, Sassandra, 24 à Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 à Tiasalé, 22 degrés à Touba et 23 à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, dans la bande centrale et au nord, le temps sera marqué par des éclaircies et des passages nuageux qui pourraient évoluer vers des orages et de la pluie, notamment à l'ouest. Dans les régions forestières et littorales, après un après-midi ensoleillé, on pourrait s'attendre en milieu ou en fin de période à des orages isolés avec localement des averses de pluie. Côté variable, le mercure affichera 34 degrés à Bengourou, 31 degrés à Abidjan à Diaké, 34 à Bandoukou, 33 degrés à Boaké, 34 à Bouna, 35 degrés à Bundiali, 33 à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 à Gagnoa, 33 degrés à Guiglo, 35 à Korogo, 34 degrés à Mont, 36 à Odiene, 32 degrés à San Pedro, 31 à Sassandra, 32 degrés à Soubré, Tabou, Tiasalé, 33 degrés à Touba et 34 à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis et très belle journée à toutes et à tous.
Coup d'œil sur l'actualité nationale. Bonjour, merci d'être avec nous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé la nomination officielle d'un nouveau Premier ministre dans les jours à venir. Ce mercredi 24 mars 2021, à l'issue du Conseil des ministres qu'il a présidé au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau. On écoute le chef de l'État ivoirien. Comme vous le savez, ce gouvernement a été mis en place en 2017, puis renouvelé par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et ensuite par feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour quelques ajustements. Je voudrais remercier chacune et chacun de vous pour l'important travail effectué au cours de ces dernières années. Et je voudrais tous très sincèrement vous féliciter également pour les bons résultats obtenus dans vos départements respectifs. Les élections législatives ont eu lieu le samedi 6 mars dernier dans un climat de paix avec la participation de tous les partis politiques significatifs. Je me réjouis vraiment de cette évolution. Alors, ce processus vient ainsi renforcer la démocratie dans notre pays avec un Parlement qui, pour la première fois en 20 ans, où siègent tous les partis politiques significatifs de notre pays. Alors, évidemment, puisque le processus législatif est terminé, je procéderai donc dans les prochains jours à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui sera chargé de me proposer un nouveau gouvernement. Donc, la session d'aujourd'hui est le dernier conseil des ministres de ce gouvernement. Comme vous le savez, toutes les grandes régions de notre pays étaient représentées dans le gouvernement sortant. Il appartiendra au nouveau Premier ministre de me faire des propositions en tenant compte de mon souhait pour un renouvellement générationnel. Le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, FIF, a officiellement lancé sa saison de football 2021 au siège de l'institution à Treichville. Le CONOR FIF a saisi l'occasion pour renouveler son partenariat avec la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Jean-Sylvain Rissot. Président de club, membre du comité de normalisation, journaliste, comité national de soutien aux éléphants, tous sont présents au siège de la Fédération ivoirienne de football pour la cérémonie de lancement des championnats de football des Ligues 1 et 2. Une saison qui s'ouvre avec le renouvellement du partenariat entre la Fédération ivoirienne de football et la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. La LONASI est notre sponsor local et je voudrais leur dire merci d'associer leur image à la Ligue 1. Pour cette saison, la Ligue 1 s'appellera Ligue 1 LONASI. C'est donc un moment important, non seulement pour la LONASI, mais également pour toutes les parties prenantes, en particulier pour les clubs que vous êtes. Je voudrais m'en réjouir et réaffirmer ici la ferme détermination de la LONASI à œuvrer au développement du sport roi en Côte d'Ivoire à travers un partenariat gagnant-gagnant. Ce rendez-vous a été l'occasion pour Mariam Dao Gabala d'appeler les acteurs à la mobilisation autour du sport roi, le football. Je voudrais demander à chacun d'entre nous que nous puissions joindre nos efforts pour que le football se développe et pour que les Ivoiriens retrouvent l'amour du football. La saison de football démarre ce week-end par la Ligue 1 avec l'affiche ASEC Boaké. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Retour de l'information à 7h. Et ce sera avec plaisir. Nous allons vous recevoir encore. Merci à Régis Kofi pour ce premier point de l'actualité. Allez, la suite avec un peu de sport. C'est du fitness pour ces reines qui donnent la vie. À tout de suite. Voilà, merci infiniment au coach Jocelyn
pour ces bonnes instructions. Voilà qui lève les équivoques et tout préjugé sur l'état de santé, sinon l'état de grossesse des femmes et la pratique du sport. Il faut quand même maintenir une dose minimale de sport pour pouvoir bien affronter le temps fatidique du travail et de l'accouchement. Merci en tout cas pour ce fitness santé qui nous mène illico à la revue de presse avec le sieur Renaud Kobia. Revue de presse maintenant. Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour Renaud. Alors, le gouvernement a été dissous hier. Oui, le président de la République a mis fin aux fonctions de l'équipe gouvernementale hier à l'issue du Conseil des ministres. Selon Fraternité Matin, cette décision qui était attendue depuis quelques semaines vient mettre fin à la période d'intérim assurée par Patrick Achi à la tête du gouvernement depuis le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Retrouver toutes les décisions de la première rencontre gouvernementale depuis le rappel à Dieu le 10 mars 2021 du chef du gouvernement dans Fraternité Matin de ce jour. Et justement, avec cette disparition, l'ombre du Premier ministre Ahmed Bakayoko a plané sur ce Conseil des ministres. Oui, à la première rencontre gouvernementale après son décès, l'absence du chef du gouvernement s'est fait fortement ressentir. Le chef de l'État a rendu hommage à Ahmed Bakayoko et a indiqué qu'il était comme un fils pour son épouse et lui. Le président de la République a souligné, selon le Patriote, que pour honorer la mémoire du défunt Premier ministre, le dialogue politique qu'il avait entamé avec l'opposition doit être poursuivi. Et après la dissolution du gouvernement hier, le président de la République donne des indices sur la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Oui, à l'instar de tous les titres de la presse nationale de ce jour, le Matin en parle. Et selon le confrère, c'est un gouvernement générationnel que souhaite avoir le président de la République. Ainsi, à en croire le quotidien, plusieurs ministres de l'ancienne équipe ne devraient pas être reconduits dans leurs fonctions. Et toujours selon le quotidien, un nouveau Premier ministre sera nommé dans les prochains jours et le nombre des membres du nouveau gouvernement sera réduit. Et justement, pour la formation de ce nouveau gouvernement, les supputations vont bon train. Oui, et l'expression se prête au jeu. Le confrère propose à ce titre un portrait robot des futurs ministres qui vont conduire l'action gouvernementale. Le quotidien note que le futur Premier ministre devra, pour la composition de son équipe, tenir compte de la recommandation majeure du président de la République qui souhaite un changement générationnel. La composition du futur gouvernement, on en parle toujours. L'attente risque d'être éprouvante pour certains. C'est ce qu'indique l'intelligent d'Abidjan. Selon le confrère, le nouveau Premier ministre qui sera nommé le 1er avril, sauf changement de dernière minute, devra composer son équipe en tenant compte du verrou fixé par le chef de l'État qui est celui du changement générationnel. Ainsi, à en croire le confrère, certains membres de l'ancien gouvernement qui étaient en poste depuis plusieurs années, pour certains, sont dans l'angoisse d'une non-reconduction dans leurs fonctions. Et à l'inverse, l'intelligent d'Abidjan révèle que les cadres de toutes les formations politiques nationales et certaines personnes de la société civile disent avoir des motifs d'espoir de participer à la nouvelle équipe gouvernementale en raison de la réforme profonde que souhaite le chef de l'État. Alia Jekta S. Les célébrations du 75e anniversaire du PDCI démarrent bientôt. Oui, au cours de ces activités, les militants du parti vont célébrer Henri Konan Bédié et en croire le nouveau réveil qui cite Maurice Kakou Gikawe, secrétaire exécutif en chef du parti. Tous les fils et filles du PDCI vont honorer le président du parti pour tous les sacrifices qu'il a consentis depuis qu'il est à la tête pour conserver l'héritage laissé par Félix Houphouët-Boigny, son fondateur. Et selon le journal proche du PDCI, les festivités démarrent le 9 avril pour être en parfait accord avec la date de création du parti septuagénaire qui a eu lieu le 9 avril 1946. Et dans cette revue de presse, retournons en 2010 et évoquons maintenant les crimes commis à l'ouest de la Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale. Eh bien, le procès s'est ouvert hier. Oui, et le principal accusé était à la barre. Amadé Oueremi, c'est de lui qu'il s'agit, a indiqué devant le juge qu'il parlerait et dirait tout, peu importe ce qu'il adviendrait de lui. L'ex-seigneur de guerre a indiqué que dans cette affaire, il était un bouc émissaire. Plus de précisions dans Soir Info. Alors, la fête des rameaux et le chemin de croix 2021, il n'y aura pas de procession pour ces deux célébrations cette année. Oui, c'est ce qu'indique l'Inter pour la première audience de... Bon, on parle plutôt du procès d'Amadé Oueremi pour lequel il y a une suite. On tire encore, il n'y a pas de souci. Ok, avant de passer à la fête des rameaux, si vous le permettez, pour la première audience de ce procès qui risque d'être un feuilleton à rebondissement et que l'Inter a surnommé à juste titre le Oueremi Gate Acte 1, c'est plus de 20 chefs d'accusation
qui ont été retenus contre l'accusé. Et selon le confrère, à cette première audience, l'ex-chef de guerre qui a régné en maître absolu pendant des années sur la forêt classée du Mont Peko, qui couvre une superficie de 34 000 hectares entre les préfectures de Bangolo et Duékoué, a nié tout en bloc. Et il indique qu'il fera de graves révélations. Et on en vient maintenant à la fête des rameaux? Oui. Allons-y. On y va. Et donc, pour cette fête des rameaux, il n'y aura pas de procession pour le chemin de croix et la célébration des rameaux. Et cette décision a été arrêtée par l'Église catholique de Côte d'Ivoire en raison plutôt de la pandémie de coronavirus. Et selon l'archevêque d'Abidjan, cette décision a été prise pour être en accord parfait avec le gouvernement ivoirien qui recommande d'éviter les rassemblements massifs de personnes en cette période où le pic de contamination a atteint un niveau inquiétant. Et voilà qui est clair, hein, tout ceci est fait pour préserver la santé des uns et des autres. Merci infiniment Renaud. Merci. On se revoit demain pour clôturer cette semaine. Et nous en sommes pratiquement à la fin du mois de mars. Oui. Il en reste quelques jours, mais bon, on est presque à la fin. Bonne journée à vous. On est pressé de sortir du Bonne mois de Eh mars. ouais, on est à la Allez. nuit aussi de la saison. À demain. C'est un autre signal. À demain. Alors, nous, on part maintenant pour vous faire entrer dans un bel univers. C'est celui de la décoration, celui du bricolage et celui des astuces pour Tuto Malin aujourd'hui. Et on l'avait dit à l'entame de cette émission, dans Tuto Malin aujourd'hui, nous allons faire une incursion dans vos réceptions de mariage, de baptême, d'anniversaire et tout, pour parler de cette confiserie bien enrobée de sucre avec quelque chose de magnifique à l'intérieur. On parle maintenant des dragées et de leurs dérivés, donc en compagnie de notre invitée consultante du jour, Madame Koulibaly Ami Vanessa. Voilà, les dragées et leurs dérivés. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, Mme Koulibaly. Alors, aujourd'hui, on parle des dragées, hein, ce qui est constitué comme un petit présent que les époux offrent à leurs convives. Oui. Mais en amont, il y a toute une préparation et puis il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Oui. Je suis pour la... Aujourd'hui, nous allons vous expliquer un peu le rôle que les dragées jouent. D'accord. Dans les différents événements. Parce que les dragées, on les donne lors des mariages, des anniversaires de mariage, des premières communions ou des baptêmes. Très bien. Voilà. C'est essentiellement pour ces 3 cérémonies. Pour ces 3 cérémonies. D'accord. Les dragées, on va dire qu'on en a au chocolat et à l'amande, et qui sont recouverts d'une petite couche de sucre. On peut les acheter 6 mois. 8 mois à l'avance, à condition de les garder dans un endroit à l'abri de l'humidité et de la lumière. Voilà. Généralement, pour les mariages, nous offrons par invité 5 dragées. Okay. Cette symbolique du chiffre 5 représente 5 souhaits pour les mariés, à savoir la fécondité, la fertilité, la santé, la prospérité et la félicité. Ah, vous nous en apprenez des choses. Hein. Oui. On ne savait pas, hein, des fois, on voit 3, 4, mais franchement, on n'avait pas fait le fétichisme du signe. Hein. 5. Et ce chiffre impair, c'est pour mettre le point sur l'indivisibilité de l'union. D'accord. Voilà. C'est pour ça que le chiffre est impair. Okay. Aujourd'hui, nous avons parlé un peu des dragées. Les dragées, nous savons qu'on les donne généralement à la fin du repas, qu'on offre aux invités à la fin du repas. C'est une manière de leur dire merci pour leur présence. Aujourd'hui, dans notre tuto malin, nous allons apprendre à nos mariés comment se faire soi-même un contenant dragée personnalisé pour offrir à nos invités. D'accord. Vous avez besoin d'aide? Si quelqu'un peut. Il y a un chevalier servant ici. Non, non, tu peux y aller. Viens, Alice. Ouh, ça fait partie de la galanterie. Hein. J'ai cru qu'on savait faire les choses ici, mais bon, les femmes se mettront à la tâche encore. Alors, mais dites-nous, quelles sont les différentes formes pour parler d'emballage? Ou bien ça dépend de nous? Il y a différentes formes. Oui. Il y en a en carton. Oui. Il y en a en plexiglas. Il y en a en verre. Il y a d'autres qui utilisent des tuiles. Chacun y va, comme je dis toujours, c'est selon son budget. Encore, et l'inspiration et le thème aussi. Oui. Voilà. Donc, pour notre tuto malin aujourd'hui, nous avons besoin de colle, d'une règle, d'une paire de ciseaux, d'un crayon.
C'est de la géométrie, ça? Gomme, très facile à réaliser. De papier canson. On utilise des couleurs. Bon, on a plusieurs couleurs. Moi, j'adore cette couleur, donc je vais l'utiliser. Et d'un CD. OK. Donc, sur la partie de l'extrême gauche, nous allons faire un cercle. Ça ne va pas prendre de temps. Donc, on l'utilise avec le crayon. Oui. On fait le contour du disque. Contour du disque. Il faut déjà se donner un peu de temps avant la cérémonie de faire vraiment tout cela. Oui. Et généralement, justement, parlant de timing, Oui. à combien de temps on pourrait confectionner ces contenants et puis... Un contenant nous prend facilement 10 minutes. 10 minutes? Oui. Mais par rapport à la date du mariage, comme je fait disais, combien de temps? 6 mois avant. 6 mois, d'accord. 6 mois avant, on peut le Vraiment, faire soi-même. on a le temps. Oui. Et il faut surtout bien conserver. Conserver, Voilà. à l'abri de l'humidité. Ah, Donc, sinon, il y a des fourmis aussi. Hein. au milieu, nous allons centrer, on a fait une petite croix au milieu du CD. Et nous allons, à l'aide de notre Avec la règle, traceuse, oui. tracer un trait vertical et un trait horizontal. Avec tout ceci, on comprend pourquoi certaines personnes se fâchent lorsqu'on gaspille les dragées. Donc, on a coupé notre cercle en 4. D'accord. Nous allons utiliser le CD et le mettre sur cette partie. Sur un angle? Oui, l'angle bas. D'accord. Sur les extrémités de l'angle Les extrémités. bas. Donc, ça va donner ça. Et nous allons reproduire ça sur les 4 côtés. Il faut pouvoir joindre les différents angles extérieurs. Exactement. C'est magnifique en tout cas. Ouais. Et c'est très intéressant de pouvoir le faire soi-même pour ses invités. Bon, là, c'est si on a vraiment le temps. Et de le faire à deux, cela participe Avec encore monsieur, de oui. resserrer des liens, de créer Voilà. une certaine bonne ambiance à l'attente de l'événement. Et toujours dans l'extrémité, nous allons faire un cercle avec notre CD. Un deuxième cercle sur le bas. Bien positionné. 4. Tout en rajoutant qu'on peut utiliser plusieurs autres instruments hein, pour en faire d'autres formes et tout. Oui. Oui, pour donner quelque chose de bien. On a préféré le CD. D'accord, on va refaire notre point sur celui-ci, bien au milieu. Très bien. On va utiliser notre règle à nouveau pour tracer. Vous allez voir que ça tombe juste. Tout à fait. Ouais. Ah, dis donc, les notes en maths, c'était top. On peut dire ici. Donc, ça donne ça et on va reproduire la même chose de ce côté, sur les extrémités. Le demi-cercle. On reprend le même exercice. Le même exercice. Mais tout en centrant bien le CD afin que ça puisse bien tomber. Voilà. Tout en rappelant aussi que le timing, c'est au moins 10 minutes. Hein, 10 minutes. Oui. Mais on doit passer bien dessus parce qu'après, il faut plier. Être très attentif. Très attentif. Après, il va falloir plier. Donc, il faut bien passer sur les traits. Donc, on se retrouve avec cette figure géométrique qu'on va découper. Double figure géométrique. Double figure géométrique à l'aide de notre ciseau. Rapidement. Et les contours. Oui, bien faire les contours. Il faut être très précis. Hein, Très précis. Oui. Pas avoir la tremblote pour découper ça. Ça participe d'une belle activité avec les enfants parce que comme oui, avec monsieur, comme avec les enfants. C'est vraiment pas seulement pour le mariage, on a aussi Oui, les on anniversaires, donc les enfants peuvent y participer pour voilà. leur propre célébration de naissance. Exactement. Et ça resserre toujours les liens, ce genre d'activité à faire ensemble. Oui. C'est facile. Et on y prend plaisir à le faire soi-même. Ah oui, il y a une certaine joie morale parce qu'on a donné du sien là-dedans. Donc,
On a offert quelque chose qui vient de soi aux invités. Et voilà. On a fini là notre découpe. C'était le point qui allait prendre le plus de temps. Ouais, parce qu'il il faut de la précision. Donc, effectivement. Un peu de temps. Ça va de soi. Voilà. Voilà. OK. Voilà ce qu'on a. J'ai précisé qu'il fallait bien repasser parce qu'après, il faut les plier pour donner la forme. Donc, il faut bien repasser à l'intérieur des plis. Vous allez voir, là, on va avoir déjà la forme. Vous pouvez voir déjà. Et la magie opère. Et la magie opère. Et la magie opère. Tout en indiquant aussi qu'il est, il est primordial d'avoir des dragées dans toutes nos cérémonies. Enfin, effectivement. Ce que vous avez cité comme cérémonie. Ben, maintenant, on a des biscuits aussi. OK. Avec les prénoms des mariés et la date de mariage. D'autres personnes offrent du chocolat. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément les dragées. Les dragées, c'est traditionnel. D'accord. Et maintenant, on a des dérivés maintenant. On a autre chose qu'on peut offrir pour dire merci aux invités. Quand on part même dans les dots, aujourd'hui, on a quand même... Les dots, par exemple, moi, je conseille bien, c'est la tradition. Oui. Donc, toffee, caramel, nos confiseries habituelles. Ici. Donc, voilà, on se retrouve déjà avec ça. Ça prend forme. Et l'intérieur, il faut aussi... C'est pour ça qu'il est important de bien passer les traits pour avoir notre petite boîte bien faite. Mais vous qui êtes une habituée, dites-nous, généralement les dragées, on les offre qu'aux femmes à la fin de la cérémonie. Non, il n'y a pas de... Ah, OK. De parce que souvent, on voit généralement des... Pas de... Oui, c'est ce que... Mais il n'y a pas... Que des femmes qui ont les dragées. Et quand tu es un homme que tu veux prendre, on dit que ce n'est pas la peine. En tout cas, pour ce que j'ai appris, on ne m'a pas dit que c'est réservé uniquement aux femmes. Peut-être que c'est d'un souci d'économie, finalement. Sinon, c'est à tout le monde qu'on offre, tous les convives. Voilà ce que ça nous donne. On a le format de notre contenant dragé, comme on peut le constater. Il est magnifique. Qui est là? Fait soi-même. D'accord. Et il tient comment? Avec de la colle. Alors, la partie supérieure, d'accord, il faut mettre beaucoup de colle. Beaucoup de colle. Que ça puisse bien tenir. Donc c'est précisé sur la partie supérieure et non pas sur tous les côtés. Non, non. Sur la partie supérieure, on met notre colle et nous allons coller notre contenant. OK. Il faut faire de manière délicate. Parce que... Voilà. OK. Voilà. On s'est collé. On a un truc comme ça. On peut refermer. On insiste toujours avec la colle. On attend un petit moment que ça prenne bien les côtés. Et là, pour pouvoir ouvrir facilement, on va faire une encoche. Là. Quand on ferme comme ça, ça permet facilement. De pouvoir ouvrir. On se sert d'une cuillère. Et on en met les 5, comme on a dit. Et voilà, le tour est joué. Très bien. Dans notre contenant. Et lorsqu'on referme comme ça, ça tient? Ça tient. Bon, la colle est en train de nous faire un petit défaut, mais non, normalement... on a vu le principe. Hein, voilà, ça tient. Voilà, ça a été réalisé. Voilà. Ça tient. Voilà, après, on peut décorer avec un ruban. OK. Comme ça. Voilà. On a plusieurs formes. Après, on peut se faire des patrons soi-même. On peut trouver les patrons sur Internet avec les dimensions. Très bien. Voilà un peu pour la petite idée aujourd'hui. C'est magnifique. En tout cas, merci pour toutes ces indications. Ce tuto, il est vraiment malin et puis il est utile pour pouvoir soi-même confectionner ces contenants de dragées. On rappelle, il y en a 5 à l'intérieur qui symbolisent plusieurs pans et plusieurs souhaits. 5 souhaits. 5 souhaits. La santé, la prospérité, la longévité, la fertilité et la fécondité. Et Matin Bonheur vous en souhaite pas moins. Merci beaucoup. À vous aussi. Alors, je vais offrir ceci à notre chevalier qui est assis. D'accord. Et puis, vous inviter, chers téléspectateurs, à suivre maintenant la petite réclame. Nous, on se revoit dans quelques instants. Bon début de journée à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité.
Au Congo, des candidats de l'opposition annoncent un recours contre la réélection pour un 4e mandat du président sortant, avec 88,57% des voix. Selon les résultats provisoires officiels annoncés mardi, Denis Sassou Nguesso a été réélu pour 5 ans président du Congo-Brazzaville. Mais ses opposants entendent former des recours contre ce scrutin qu'ils dénoncent la rapidité de la publication de ces résultats provisoires et certains articles de la Constitution motivent bien leur décision. Réaction. Le Congolais vient de s'exprimer, vient de démontrer combien de fois l'unité, la paix est en train de régner dans notre pays. Le Congolais a adhéré à cette politique, c'est pourquoi il a choisi massivement le président Denis Sassou Nguesso. Donc nous sommes tremblés de joie, c'est tout le Congo qui est dans la joie. Les proclamer aujourd'hui, est-ce qu'ils ont eu le temps de les compiler? Les ont compilés seuls, les représentants des candidats n'ont pas participé à la compilation. Quels sont ces résultats qu'ils sont en train de donner là? Alors ça m'étonne de cette précipitation-là, ça cache quelque chose. Non seulement le vote s'est très mal déroulé, ils ont bourré les urnes partout, ils ont ouvert des bureaux de vote clandestins, ils ont même ouvert des bureaux de vote à domicile sur certains députés du PCT. Tout ça c'est de n'importe quoi. Au Maroc, l'historien Mati Mondjib, remis en liberté provisoire après 3 mois de détention. L'intellectuel de 60 ans dénonçait son arrestation abusive depuis son interpellation le 29 décembre dans le cadre d'une enquête préliminaire pour blanchiment de capitaux. Parallèlement, il a été condamné à 1 an de prison le 27 janvier pour fraude et atteinte à la sécurité de l'État au terme d'un procès ouvert en 2015 et plusieurs fois reporté. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou revendique la victoire aux élections législatives avec 30 sièges pour son parti, le Likoud, contre 17 aux centristes. Mais va-t-il réussir à former une coalition majoritaire? Naftali Bennett, chef de file de la droite radicale, pourrait être le faiseur de roi. Lui, il est déjà un faiseur de roi, le vélo cargo en France, pour livrer du pain, des habits à nettoyer ou faire un dépannage. Le vélo cargo séduit de plus en plus de professionnels. Reportage. Salut les gars. Salut, ça va et toi? 8h30, comme chaque matin, sauf le lundi, Olivier vient récupérer du pain chez ce célèbre boulanger italien. Et c'est dans un vélo cargo qu'il le transporte. Donc là, on a 106 kg de pain qu'on va aller livrer dans 7 points différents aujourd'hui. Et on a à peu près 25 à 30 km à parcourir pour pouvoir livrer les pains. Ancien boulanger lui-même, mais surtout globe-trotteur qui a roulé sa bosse de France en Inde en passant par le Qatar, Olivier a lancé sa petite entreprise pendant le 2e confinement. Il parcourt en moyenne 750 km par mois et il adore ça. C'est agréable de travailler à vélo tous les matins, je fais du sport, ça permet aussi d'avoir un contact avec les commerçants et les artisans. Artisan, Olivier compte d'ailleurs bien le redevenir et ouvrir à son tour son propre fournil de pain du monde, qui seront livrés à vélo évidemment. C'est un moyen de transport qui est écologique, qui est durable et qui permet aussi d'entreprendre au final. On peut très bien entreprendre avec d'autres solutions de mobilité qui sont totalement écologiques et le vélo en fait vraiment partie. Tenez. Et merci beaucoup monsieur. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. À bientôt j'espère. Oui, oui. Au revoir. De l'autre côté de Paris, Mathéo vient récupérer du linge chez des particuliers avant de l'apporter au pressing. Là on est reparti pour 3 km 2, 11 minutes de vélo à peu près. Un service de livraison gratuit à domicile qu'une petite société a lancé l'été dernier via une application. Et là encore, c'est en vélo cargo que se font tous les allers-retours. J'avais pas remarqué avant qu'il y avait autant de vélos dans lesquels on pouvait mettre beaucoup d'affaires comme celui-ci et donc transporter mais plus écologiquement qu'avec une voiture alors qu'on a 10 minutes à faire de vélo sous le soleil de Paris. Mathéo, tout s'est bien passé? Ça a été? Tout s'est très bien passé, là on a eu tous les clients et aucun souci. Ok, super. Lui-même passionné de vélo, l'entrepreneur à l'origine de ce concept s'est équipé de 3 triporteurs à même de faire une 50aine de livraisons par semaine et bientôt 200.
il n'a pas hésité une seconde à miser sur le vélo. On sait qu'il va y avoir une demande pour plus de proximité, pour plus d'éco-responsabilité. Et quand on regarde Paris, qui est censé devenir la ville du kilomètre, ou quand on regarde l'aménagement de l'agglomération, on se rend compte que dans le futur, circuler en voiture, ça ne sera plus possible. Donc c'est aussi un investissement pour le futur. Créateur de la première entreprise de jardiniers à vélo et militant de son utilisation professionnelle, Mathieu Aymin estime qu'on est clairement en train de changer d'échelle. Les grandes entreprises qui avant avaient tendance à ne pas s'intéresser beaucoup au sujet se lancent dedans. Et là, on ne parle pas d'un achat de 1, 2, 3 vélos, ça va être beaucoup plus et très vite. Donc moi, mon pari, c'est que d'ici 5 ans, il y ait un déferlement de vélos cargo et qu'on en voit beaucoup plus. Selon une étude européenne, les ventes de vélos cargo progressent de plus de 50% chaque année depuis 2018. Sans surprise, c'est dans les pays d'Europe du Nord qu'on en trouve le plus, avec environ la moitié en usage privé et l'autre moitié en usage professionnel. Le marché français arrive en 6e position. Ainsi prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Merci beaucoup à Régis pour cet autre point de l'actualité. Bon, c'est jeudi aujourd'hui, hein, Régis avec lui, ce sera lundi donc. Et demain, on sera en compagnie de Mr. Friday. Allez, nous, le temps pour nous de déguster nos dragées. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Attendez d'abord. Lorsqu'on va finir avec le docteur Yves Blanchard, Envo, nutritionniste, qui est très aimé par nos téléspectateurs et surtout les téléspectatrices, les erreurs alimentaires. On en parle maintenant avec vous, cher docteur. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour, merci beaucoup. Bonjour docteur. Alors, le sujet, il est là, hein, et c'est sûr que ça va encore attiser les attentions des uns et des autres, parce qu'on sait très bien, quand on mange ici, on mélange tout. Et voilà, on mélange tout et un peu de tout. Et c'est sûr qu'il ne faut pas tout se permettre. Alors, donnez-nous la discipline à avoir quant à l'alimentation pour ne pas faire des erreurs. Alors, et vous savez bien que l'alimentation, c'est la base même de notre santé, la base de la santé, mais elle est fonction de plusieurs facteurs, de nos antécédents, de notre lien, de notre état physique, de notre état physiologique, de notre activité. Donc, il y a des grandes lignes de l'alimentation. Les grandes lignes de l'alimentation qu'il faudra suivre pour éviter un peu ces cas de maladie métaboliques. Donc, il est conseillé d'avoir un repas, 2 à 3 repas normaux par jour. Et voilà, éviter les erreurs alimentaires, les erreurs que nous allons égrener ici tout à l'heure. Bon, on débute, hein. Alors, la première erreur que souvent je vois et mes frères ici font, c'est celui de sauter les repas de la mi-journée. Parce qu'on se dit par exemple qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu bien s'organiser, alors nous sautons le repas de la mi-journée. C'est une grosse erreur. Parce que la plupart des maladies que nous avons, que nous rencontrons dans les cas des maladies métaboliques, l'erreur, c'est celui d'avoir sauté le repas de midi. Parce que lorsque nous sautons le repas de midi, alors le soir, nous gloutonnons. Alors nous mettons à manger un peu de tout parce que nous avons faim et nous mangeons tout. Alors qu'il y a un groupe d'aliments que nous ne devons pas manger à un certain âge. Alors que lorsque nous sautons le repas de midi, alors le soir, on ne fait pas de calcul. Alors nous mettons à manger beaucoup. Nous mangeons surtout beaucoup, mais surtout beaucoup de sucre. Parce qu'on aimerait bien rassasier avant d'aller se coucher. C'est l'erreur. Et moi, je dis souvent aux patients que faisons attention. Organisez-vous comme vous voulez, le temps. Organisez votre temps. Mais il faudra que vous ayez un bon repas entre midi et puis 15 heures. Le repas de la mi-journée, sauter ce repas-là, c'est une grosse erreur. Je vous apprends, c'est une grosse erreur parce qu'il y a trop de conséquences après. OK. Alors, docteur, on va aller pas à pas. Voilà, lorsque la journée commence, on a d'abord le petit déjeuner, on a le déjeuner entre midi et 2, souvent entre midi et 3, on peut se permettre. Ensuite, on a le dîner le soir. On va commencer par le petit déjeuner. Quelles sont les erreurs que nous faisons généralement au quotidien lorsqu'on prend le petit déjeuner? Alors, quel petit déjeuner prendre? Allons-y. Alors, les erreurs que nous commettons aujourd'hui, vu un peu, et lorsqu'on fait les statistiques, moi, les statistiques des personnes que moi je rencontre lorsqu'on fait les statistiques, on commet 2 grosses erreurs. Alors, pour le petit déjeuner, lorsqu'on fait un petit déjeuner qui est liquide sucré, alors, le fait de plonger d'abord le pain dans le liquide sucré, c'est une très grosse erreur parce que toutes ces personnes auront des inconforts digestifs.
Okay. Voilà, tout ce qui est constipation, aérocolite, ce qui est reflux gastro-œsophagien, les RGO. Alors, ça, c'est une grosse erreur. En deux, l'autre erreur, c'est celui d'avoir pris quelque chose qui est liquide sucré le matin. Surtout pour les femmes, il n'y a pas de souci. Mais pour les hommes, vous allez voir qu'un matin, vous allez faire un pic de cholestérol, LDL cholestérol. Voilà, donc ça, c'est des résultats qui sortent des différents patients que je rencontre lorsqu'on fait les statistiques. Parce que des erreurs, ils font chaque fois du cholestérol. Et lorsqu'on fouille, ce n'est pas parce qu'ils ont mangé la sauce graine, mais c'est parce que ces personnes ont fait du liquide sucré. Liquide sucré, vous entendez quoi par là? Un thé chaud le matin, un thé chaud aussi sucré. Sinon, certaines personnes prennent du thé sans sucre. Mais un thé sucré, un café sucré, du lait sucré. Et encore, l'autre erreur, c'est d'avoir fait le café au lait en même temps. Parce que, comme on a dit, le lait est un produit qui est riche en calcium. Donc, nous prenons le lait parce que nous avons l'intention d'apporter du calcium à notre sang, à notre organisme, et aussi renforcer les os, ou bien aussi pour une activité cardiaque. Alors, lorsqu'on fait le café avec le lait comme ça, vous allez voir que... Alors, le café, il contient, par exemple, le café ou bien le cacao contiennent ce qu'on appelle les tanins, c'est des substances qui se présentent comme des ponches qui empêchent le calcium de passer. Ouais, donc, lorsqu'on fait ce que nous recherchons dans le lait, alors nous allons empêcher l'absorption de ce calcium en faisant ce mélange. Il y a un effet de neutralisation des différents éléments. Voilà, ça veut dire que l'autre empêche l'autre de passer. Voilà, donc il y a cet encombrement qui a lieu au niveau de l'appareil digestif. Ce qui fait que alors, ce que nous recherchons à travers le lait, alors nous allons voir que nous ne l'aurons pas comme nous l'aurons voulu si on avait fait le lait pur. Docteur, vous avez parlé de quelque chose d'important et de quelque chose d'habituel pour tout le monde. C'est le fait de plonger le pain dans les liquides. D'aucuns diront que tout se mélangera finalement dans l'organisme. Pourquoi l'action de le faire crée déjà l'erreur au départ? Je vais vous raconter une petite histoire d'une personne que j'ai rencontrée. J'ai dû rencontrer une personne âgée de 71 ans qui avait un problème de mastication. Donc, il plongeait chaque fois le pain. Alors, ce monsieur, vous savez où c'est arrivé, cette histoire de plonger le pain dans le café? Il vous assure qu'aujourd'hui, il est sous des traitements, des sédatifs, je pense, pour le calmer un peu sa nervosité, parce que le monsieur, il est tellement énervé, tout le jour, il est énervé. Quand il voit la nourriture, il est énervé. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps ballonné. Il n'arrive pas à manger et il s'énervait seul. On pensait que le monsieur, non, il était fou, mais en vérité, lorsque je l'ai rencontré, qu'on a échangé, on s'est rendu compte que tout son mal provient du fait qu'il plongeait le pain dans le café. Et pourquoi vous le faites? Il a dit non, vous avez un problème de mastication. Parce que quand vous plongez le pain dans le café, vous ne mastiquez pas bien. Alors l'un des premiers facteurs qui permettent la bonne digestion, c'est de mâcher. Il faudra que nous mâchons l'amidon. Il faudra que nous cassons déjà l'amidon pour que déjà, au niveau de la salive, des enzymes, voilà, bien sûr, cette sécrétion salivaire, cette enzyme, l'amylase que nous avons dans la salive, aborde déjà la digestion avant qu'on arrive dans l'estomac. Alors que lorsque vous plongez le pain dans le café, ou bien dans le lait, ou bien dans le thé, il est tellement mou que nous l'avalons directement. Donc le premier travail est oublié. Le premier travail est évité. Malheureusement, alors, si nous ne cassons pas l'amidon déjà avec nos dents, vous allez voir qu'arriver à l'intérieur, la digestion sera difficile. Et c'est là. Généralement, quand vous le faites là rapidement, vous rencontrez directement des problèmes. Ça vous donne déjà des ballonnements déjà. Et c'est ça, parce que vous avez commis l'erreur de ne pas mastiquer l'aliment depuis la dent. Et c'est ça arrive à tout le monde. Lorsqu'on le plonge, il est tellement mou, on n'a même pas besoin de mâcher. À peine on fait un coup, deux coups que nous avalons. Donc lorsque nous oublions, ou bien que nous n'oublions pas parce que nous le trouvons tellement mou qu'on n'a pas besoin de mâcher pour l'avaler. Lorsque cette dilution est faite, sans l'avoir bien mâché, alors l'amidon sera mal digéré. On espère qu'il y a des télévisions chez nos amis à Boki, et ce matin. Pas sûr. Alors, pour la suite, c'est vrai qu'on parle du petit déjeuner, on parle de ce que nous avons à l'intérieur et tout, mais est-ce que déjà ne pas prendre le petit déjeuner, parce qu'il y a des personnes qui le font, ne pas prendre le petit déjeuner, c'est déjà une erreur alimentaire? Effectivement, ça peut créer ce vide-là, ce vide énergétique. D'abord, vous voyez, le petit déjeuner, il vient interrompre un jeûne que nous avons commencé depuis près de 6 heures. Je dis 6 heures parce que, imagine que nous avons mangé, par exemple, depuis la veille à 20 heures. Si nous avons mangé à 20 heures, de 20 heures à 0 heure, ça fait 4 heures. De 4 heures à 6 heures, ça fait 10 heures. Donc, le petit déjeuner vient rompre un jeûne de 10 heures. Vous comprenez? Un jeûne de 10 heures. Donc, si vous sautez ce petit déjeuner, vous allez voir que, alors, que vous allez manger à midi, ça veut dire que vous allez faire un jeûne de quelques 16 heures du temps. Vous allez laisser le corps à jeûn pendant 16 heures du temps. Et généralement, ceux qui le font,
Lorsqu'ils font le bilan, il y a ce qu'on appelle les triglycérides. Parce qu'au niveau, lorsqu'on parle de la dyslipidémie, on a ce qu'on appelle le cholestérol total, le LDL cholestérol, le HDL cholestérol. Et on a les triglycérides, qu'on appelle les graisses. Ne confondons pas les graisses avec le cholestérol. Lorsqu'on fait un bilan de sang, on a le cholestérol à part et puis on a les triglycérides. Souvent, le cholestérol est bon, mais souvent, on a un triglycéride. Donc, alors, les travaux que nous avons faits montrent, par exemple, que lorsque vous laissez le foie vide, je me dis le foie vide parce que lorsque vous laissez l'estomac vide et qu'à midi, parce que lorsque vous n'avez pas mangé à midi, ça suppose que lorsque vous n'avez pas pris le petit déjeuner, ça suppose qu'à midi, vous allez manger beaucoup. Donc, vous laissez le corps à jeun pendant 16 heures du temps et puis à midi, vous venez avec un gros repas. C'est sûr, donc le foie, pour le métaboliser, il va stocker une partie de cette énergie que vous avez apportée dans le sang sous forme de réserve. Et c'est comme ça. Le temps de métaboliser ce que vous lui avez donné, alors il va déposer le reste de graisse. Donc vous allez voir que vous aurez... Le cholestérol sera normal, mais quand on fait les triglycérides, alors vous voyez que vous commencez à avoir des valeurs élevées. C'est un peu comme ça. Alors, quand c'est comme ça, on peut vous mettre sous des traitements médicamenteux. Seulement que le traitement va jouer aussi sur le cholestérol. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que vous avez le cholestérol normal, cholestérol total normal, le LDL normal, le HDL normal. Et les triglycérides sont élevés. Donc je dis par exemple, en voulant bloquer les triglycérides, on vous met sur un traitement. Alors lui aussi va impacter les autres matières lipidiques. Donc du coup, alors, on va assister à une chute même du cholestérol total. Alors que, en fait, ce n'est pas ça. Donc, il est intéressant que vous preniez, même si c'est un thé chaud, il faudra que vous preniez quelque chose pour ne pas laisser le ventre vide. Voilà. En tout cas, c'est tous ces mélanges-là auxquels il faut vraiment prêter attention pour ne pas faire des erreurs. Vous avez parlé du lait et du café. Vous évoquez à l'instant le thé, le sucre et des fois le citron. Est-ce que ces trois entités-là peuvent être mélangées en même temps? On a tendance à toujours voir du thé accompagné de citron. Bon, alors faire le thé avec le citron, peut-être que nous cherchons l'acidité du citron, l'acidité. En tout cas, ça donne un goût. Un goût intéressant. Voilà, qui plaît. Mais souvent, on se dit non, qu'en prenant du citron, comme le citron est riche en vitamine C, si je prends le citron avec le thé, j'apporte. Non, c'est une erreur. On a bien dit ici que la vitamine C est très sensible à la température. On a dit la vitamine C est très sensible. Donc, lorsque vous faites déjà un citron dans votre thé, dites-vous que vous avez carrément éliminé toute la vitamine C. Et un thé glacé, par exemple? Un thé glacé, ok. On peut comprendre un thé glacé avec du citron, tant mieux. Très bien. Mais toutefois que la température sera élevée, vous détruisez toute la totalité de la vitamine C. Voilà, peut-être que ça sera juste pour le goût. Avec un goût un peu acidulé, ok, c'est intéressant, mais ne comptez pas sur... un apport nutritionnel. Non, en vitamine C, non. Ok. Non, ne le comptez pas. Des erreurs donc à éviter, on en parle dans cette émission. Alors, petit déjeuner, dîner et tout, la consommation de l'eau dans tout cela. L'eau, il faut boire de l'eau. On demande généralement qu'on puisse voir un taux, c'est-à-dire que notre poids multiplié par 30 millilitres. C'est-à-dire que si moi je fais 80 kg, je fais 80 multiplié par 30, ça me fait près de 2,5 litres d'eau par jour. Donc il faut boire en quelques 5 à 6 prises. C'est-à-dire que le matin, à 11h, 10h, à midi, vers 17h, le soir, donc autour de 5 prises. C'est-à-dire qu'on a ce volume d'eau qu'il faut boire. Et souvent l'erreur, aujourd'hui on rencontre des personnes qui n'aiment pas boire l'eau. Certains disent par exemple que l'eau n'a pas de goût. Certains disent non. Ah, la meilleure boisson. Ils disent par exemple que non, docteur, quand il a fini de manger mon repas, quand je bois la sauce, je n'ai plus besoin de boire, je n'ai plus soif. C'est une très grosse erreur. Et l'erreur sera encore plus fatale si ces personnes-là prennent des antihypertenseurs. C'est une très grosse erreur. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, aujourd'hui, on assiste à une recrudescence de ce qu'on appelle les maladies rénales, généralement l'insuffisance rénale chronique. Lorsqu'on fait les enquêtes, voici une des causes principales de... C'est vrai que certaines personnes sont hypertendues, ne vont pas à l'hôpital parce que l'hypertension est asymptomatique. Donc, souvent, on découvre un peu tardivement. Tardivement, c'est qui fait que souvent, le rein est déjà impacté. Mais pour ceux qui sont déjà hypertendus, qui prennent des médicaments, avant, ils ne buvaient pas de l'eau. OK, ils arrivaient à gérer. Mais prendre des médicaments d'hypertension artérielle et puis ne pas avoir une consommation en eau suffisante, c'est une très grosse erreur. Je le dis parce qu'on le dit, non, j'ai l'eau dans la voiture. Non, j'ai l'eau dans la voiture. On ne vous demande pas d'avoir l'eau dans la voiture. On vous dit, il faut boire de l'eau. Et puis, pour cette personne-là qui prennent les médicaments de tension, on leur dit, il faut boire de l'eau. On ne vous demande pas d'avoir soif. On ne demande pas d'avoir soif. Lorsque vous prenez déjà des médicaments de tension artérielle, d'hypertension artérielle, vous êtes obligé
j'ai du bois de l'eau. Parce que les arguments qu'aujourd'hui vous avancez, je suis dans un bureau climatisé, je n'ai pas soif, je n'ai pas le temps de boire de l'eau. Je vous assure, lorsque la maladie sera là, lorsque le mal sera là, vous allez voir que les arguments que vous avez avancés en son temps, et puis le mal que vous vivez aujourd'hui, vous allez voir que ça ne tient pratiquement pas. Que vous aurez dû le faire. Il faut boire de l'eau. Alors, docteur, oui, merci Mabel. Rapidement, on va rester un peu sur l'eau. On parle de cure d'eau souvent. Il y a des personnes qui disent, je fais une cure d'eau, j'ai ma bouteille d'eau le matin et tout. Comment ça doit se passer? Est-ce que c'est normal même Alors, il y a les cures d'eau, j'explique un peu. Alors, on fait souvent des cures d'eau. Généralement, nous, les travaux que nous avons fait, les cures d'eau n'impactent pas trop sur le rein, non. On a vu des gens qui ont fait des cures d'eau, qui ont bousillé leur rein. Vous voyez? Alors, ils font les cures d'eau, ça dépend du volume. Certains font 1 litre le matin, et puis après, par la suite. Mais si nous voulons voir un peu cette manière de boire l'eau sur le rein, sur l'activité rénale, non, ça ne joue pratiquement pas. Si le rein avait un problème, qu'en voulant faire des cures d'eau pour le sauver, non, ça ne joue pratiquement pas. Pour protéger le rein, il y a le volume d'eau et il y a la répartition de la consommation en eau. Donc je dis, il y a le volume, c'est-à-dire que si nous devons boire les 2,5 litres d'eau par jour, il y a le volume d'eau que nous avons pris et il y a la répartition. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre un volume d'eau important le matin et toute la journée laisser le rein. Non, c'est une très grosse erreur. Donc alors, les cures d'eau. Et puis je tiens à attirer encore l'attention des uns des autres sur quelque chose. On fait des volumes assez importants. Sachez que lorsque vous dépassez le volume d'eau qui est requis, c'est-à-dire que si on dit par exemple le poids multiplié par 30 ml, que vous faites plus de 4 litres d'eau. Parce que moi, il y a des gens que j'ai rencontrés qui font près de le pot. Le bidon que nous avons habituellement, c'est 1,5 litre. 1,5 litre. 1,5 litre. Souvent, les gens font 3 pots. C'est-à-dire qu'ils font 1,5 litre fois 3. Ça fait 4,5 litres d'eau par jour. Alors, lorsque vous allez soumettre au rein un travail aussi ardu, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle une hyperfiltration. C'est-à-dire que le rein va tellement filtrer que vous voyez, tout organe qui travaille trop se détruit, il se dégrade. Donc souvent, on assiste à ce qu'on a une dégradation au niveau glomérulaire, alors on va assister à une lésion. Parce que le rein, c'est des petits tuyaux, des néphrons, qui vont se léser. Et plus ça va se léser, plus vous allez voir que alors, le travail des autres néphrons sera plus important. Et c'est comme ça qu'on va assister à une destruction récurrente du rein. Donc, on conseille de boire un volume d'eau et bien faire la répartition, mais pas faire une cure d'eau avec un volume plus important. Ça aussi arrive à ceux qui font beaucoup une consommation en bière. La bière, je le dis. Je le dis ceci parce que quand on prend la bière généralement autour de 66 ml, alors la bière contient de l'eau. Bien sûr qu'il y a l'alcool, mais de l'eau. Lorsque vous prenez par exemple 10 bouteilles, ça va coûter 6 litres que vous buvez. Vous comprenez un peu? Lorsqu'on dit bière, il y a l'aspect alcool, mais il y a le côté, le volume d'eau. Lorsque vous prenez généralement pour de 8 bières, 8 fois 6, ça fait pour de 8 fois 6, 4, plus de 5 litres par là, près de 5 litres. Généralement, c'est ce qui arrive un peu. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent avec une valeur de la clientèle très élevée, parce que leur consommation, ces boissons-là, sont tellement élevées que les reins souvent commencent à déconner. En tout cas, c'est toutes ces bonnes informations-là que l'on partage avec vous, chers téléspectateurs, pour vous inciter à mieux organiser votre alimentation. Aujourd'hui, on est vraiment resté sur le cas des mélanges liquides. Peut-être que la semaine prochaine, on va s'attaquer aux erreurs solides aussi, parce que tout n'est pas bon à faire et tout n'est pas utile à mélanger dans l'assiette. Il faut avoir une bonne assiette et une bonne santé. Alors, merci, docteur. Et nous, on va continuer à parler encore d'un autre sujet de santé, celui-là, c'est le cancer, hélas, qui ne touche pas que les plus grands. Il s'attaque à toutes les franges de la population. Le cancer pédiatrique, quel méchant camarade. C'est un dossier qui nous est présenté ou proposé par la rédaction de RTI2. D'Abidjan, nous y sommes pour rencontrer Hervé Jeff Kodiané, un enfant qui se bat depuis 3 années contre le cancer. Mais à quelques minutes de notre arrivée chez les Kodiané, nous sommes informés que Jeff vient de mourir. Au domicile de la famille Kodiané, parents et amis sont présents, attristés par le décès d'un enfant qui aura lutté jusqu'à la dernière minute contre le cancer. Hervé Jeff Kodiané, 13 ans, est le benjamin d'une fratrie de 7 enfants. Il est décédé d'un sarcome, une boule assez banale, à son apparition. Le problème est que souvent, on peut avoir cette maladie et puis ne pas se dire, savoir que c'est cette maladie-là.
C'est pourquoi les gars souvent gardent longtemps. Et même quand c'est sorti, on s'est dit que c'est les brosses. Tu vois, tu organises cette maladie, tu vois, chez nous les Africains, on ne déteste pas vite. Le cancer, ce tueur silencieux, n'épargne pas les enfants. Dans le monde, tous les ans, ce sont plus de 250 000 cas diagnostiqués chez les enfants. En Côte d'Ivoire, pour l'année 2020, 800 cas de cancer de l'enfant ont été diagnostiqués. Bien que certains en meurent plus vite, d'autres enfants guérissent du cancer. La phase de guérison peut durer 2 à 3 ans. Une longue lutte que ces innocents êtres ne peuvent mener tout seuls. C'est tout le sens des actions menées par l'ONG Aline. Aline, la voici. Cette jeune fille est morte du cancer en 2015. Son frère aîné, Alain Yapo, sorti de son profond chagrin, a créé cette ONG dont la vision est de réduire considérablement le taux de mortalité dû au cancer de l'enfant. Nous avons fait une prise en charge directe de 25 enfants. Voilà. Il y a certains dont on procède aux actes médicaux, c'est-à-dire aux chirurgies et autres. Il y a d'autres, ce sont des analyses, ce sont des chimiothérapies. Donc notre rêve, c'est de construire un centre de santé pour lutter contre les cancers de l'enfant. Ce matin, nous le retrouvons ici, dans cette radio communale, où il est invité pour sensibiliser les populations sur l'existence du cancer pédiatrique. Lorsque quelqu'un a un nodule quelque part, une tumeur quelque part, on n'ira pas directement à l'hôpital, on dira forcément que l'enfant est victime de sorcellerie. L'émission terminée, nous accompagnons Alain Yapo dans sa visite hebdomadaire aux enfants malades ou en phase de rémission. Cap sur le village Bregbo, à 8 km après Benjerville. À la vue du prési, comme l'appellent les enfants atteints du cancer, Clémentine est en joie. Avant, elle n'avait même plus de cheveux. Maintenant, elle a les cheveux. La mère de Clémentine se souvient des difficiles moments de convalescence de sa fille, qui souffrait d'un néphroblastome, une tumeur qui affecte les reins des enfants. Pour lui garantir la vie sauve, les médecins ont dû retirer à Clémentine le rein malade. Quand on va faire la chimiothérapie, quand on vient, les vomissements, envoyer les enfants à l'hôpital, c'est seulement dit. Ne traînez pas à la maison. C'est quand vous traînez à la maison que la maladie s'avance qu'on ne peut pas soigner l'enfant. Sinon, le cancer se gagne. Vous voyez l'exemple qu'elle a. À l'instar de Clémentine, d'autres enfants guérissent du cancer. C'est le cas de Désiré. Âgé de 9 ans, cet enfant souffrait du lymphome de Burkitt, une tumeur qui apparaît le plus souvent chez les enfants ou les jeunes adultes. Désiré est en phase de rémission depuis 1 an. Je suis contente d'être guérie. Je remercie tous les docteurs de la pédiatrie. Je dis à tous mes amis de venir à l'hôpital. Le cancer se soigne. L'un des combats de l'ONG Aline demeure la réinsertion socio-éducative des enfants guéris du cancer. Dans cet établissement secondaire dans la commune de Koumassi, Alain Yapo et son équipe ont œuvré pour le retour sur les bancs de Stéphane Dakouri. Cet élève en classe de 4e souffrait lui aussi du lymphome de Burkitt. Au terme d'une dizaine de chimiothérapies, la bête a quitté le corps de Stéphane. Quand il y avait la maladie avant, il n'arrivait plus à marcher, à me lever même. Mais maintenant, j'arrive à tout faire. Le message que nous renvoient Clémentine, Désiré et Stéphane, c'est que les cancers de l'enfant se soignent. Alors, comment se fait la prise en charge en Côte d'Ivoire? Direction hôpital mère-enfant de Benjerville. Au service d'oncologie pédiatrique, le professeur Atébi Jean-Jacques fait le tour des chambres d'hospitalisation pour s'enquérir de l'état des enfants. Le cancer de l'enfant est un peu particulier. Il a des aspects légèrement différents de celui de l'adulte. Nous avons de très bonnes équipes de chirurgie qui sont là pour le volet chirurgical. Nous avons le centre de radiothérapie qui existe également, avec lequel nous travaillons en partenariat. Si l'hôpital utilise la chirurgie et la radiothérapie pour soigner le cancer, elle n'oublie pas les traitements médicamenteux. En fonction du poids et de la surface corporelle du patient, nous allons prendre la dose que bien évidemment les médecins ont conseillé. Donc il faut une dose exacte donc, des principes actifs et les solutés qui vont être perfusés aux patients après. À l'hôpital mère-enfant de Benjerville, une salle d'éveil moderne est dédiée aux enfants malades du cancer. Objectif, leur offrir des moments d'évasion, mais aussi d'apprentissage. Quand tu vois la blouse, qui est différente de la blouse blanche des soignants, ils se sentent rassurés et ils s'ouvrent. Donc lorsque je leur propose des jeux, ils oublient un tant soit peu les soins et les piqûres.
Les cancers de l'enfant existent et prennent une proportion inquiétante ces dernières années. En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité s'élève à 80%. En cause, le diagnostic tardif de la maladie et le coût élevé de la prise en charge. 3 à 5 millions de nos francs, voire plus. Le professeur Atebi Jean-Jacques Yao appelle à l'action. On passe des situations où des maladies infectieuses transmissibles sont de mieux en mieux maîtrisées pour arriver à des maladies qui ne sont plus transmissibles, mais qui sont chroniques et pour lesquelles il va falloir se préparer, faire le diagnostic suffisamment précoce pour atteindre vraiment un taux de guérison qui est acceptable et souhaitable parce qu'en Europe, on est pratiquement à 80-90% de guérison. Dans nos contrées, on est à 40%, c'est-à-dire qu'il y a encore du chemin. Les cancers de l'enfant représentent seulement 1 à 2% de tous les cancers dans le monde. En Côte d'Ivoire, la prise en charge est effective depuis 1995 avec le service d'oncologie pédiatrie du CHU de Trècheville. Puis viendra en 2013 celui du CHU de Boaké. Et dernièrement, en 2018, le service d'oncologie pédiatrie de l'hôpital mère-enfant de Bingerville a enrichi, renforcé le plateau technique ivoirien dans la lutte contre le cancer des enfants. Malheureusement, le manque d'accès à l'information ou sinon la mauvaise information sur la maladie, mais aussi la cherté des médicaments, des anticancéreux notamment, plombe la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Le vœu de ces enfants reste tout de même affiché. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission. C'est Matin Bonheur, voilà. Et à l'instant, vous avez eu un dossier de la rédaction de RTI 2 sur le cancer pédiatrique, sujet très important qui fait l'objet d'une journée mondiale célébrée chaque 15 février. Et oui, il faut se pencher là-dessus quand on sait, et selon les ONG, que 800 cas sont détectés chaque année et que dans les pays développés, eh bien, le cancer pédiatrique est la deuxième cause de mortalité. Allez, nous allons rester dans la santé, la thématique du jour, bien sûr, avec notre invité dans quelques secondes. Et le sujet fait preuve de beaucoup d'attention depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, hélas, car la tristement célèbre maladie du siècle sévit encore, et cela au niveau des enfants. Prise en charge de l'enfant rendu vulnérable par le fait du VIH-Sida. Nous en parlons aujourd'hui avec Madame Amétier Solange, elle est directrice du PNOEV. Elle nous donnera ici, dans quelques instants, la définition de ce sigle, le programme national de protection des enfants orphelins et vulnérables du fait du VIH-Sida. Je lui ai emboîté le pas. Bonjour madame. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau Merci de Matin Bonheur. Merci de nous recevoir ce matin. Bonjour et bienvenue. C'est nous. Alors, on a commencé par la définition, mais on peut encore la répéter pour nos téléspectateurs. C'est quoi ce sigle? Alors, le PNOV signifie Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Et ce programme donc, est logé au sein du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui est dirigé par le professeur Bakayoko Liramata. Alors, nous entrons dans le programme avec ce sujet très important. Quel est le point de la situation aujourd'hui lorsqu'on parle de ces enfants vulnérables? Alors, le programme existe depuis 2003. Donc, nous sommes en 2021. Ça fait maintenant plus de 18 ans que le programme existe. Et donc, aujourd'hui, le nombre d'OEV avait été estimé, selon l'Institut national de la statistique, à plus de 476 000 OEV. Aujourd'hui, nous sommes à 179 000 OEV qui ont reçu des services. Et jusqu'en 2022, nous comptons atteindre la cible de 220 000. C'est-à-dire que depuis la mise en place de ce programme, la prise en charge des OEV se fait de mieux en mieux. Voilà. Très bien. Vous nous avez donné des indications avec des chiffres qui, à la lecture, est décroissant. Comment on peut expliquer ça? Parce que de 476 000 environ, on est à 179. Non. En fait, quand nous avons commencé le programme, avant de mettre le programme, nous sommes partis sur des chiffres. Et donc, quand on prend le nombre de personnes vivant avec le VIH, il y a des calculs qui sont faits et on estime que le nombre d'OEV qui existe en Côte d'Ivoire est de plus de 476 341. Et donc, on commence la prise en charge. On va essayer de retrouver où sont les OEV, les prendre en charge. Donc, au contraire, le nombre d'OEV qui sont pris en charge augmente jusqu'à ce qu'on puisse atteindre le nombre qui avait été estimé. Et puis, bien sûr, qu'on n'ait plus à avoir de
le VIH en Côte d'Ivoire, en tout cas pédiatrique. Donc il y a un travail de repérage pour pouvoir les introduire dans le programme. Exactement. Tout à fait, d'accord. Donnez-nous maintenant les objectifs et les missions de votre programme. Alors le programme a 2 missions essentielles. C'est de développer la politique nationale de soins et soutien aux OEV. Et ensuite, de veiller à la mise en œuvre sur tous les territoires. C'est-à-dire que tous ceux qui vont vouloir faire la prise en charge des orphelins du fait du VIH doivent s'aligner sur la politique nationale. Et donc, nous veillons à cela. Et pour cela, donc, nous faisons des activités de terrain, nous coordonnons, nous suivons, nous faisons le plaidoyer pour que la question des OEV soit connue. Ensuite, nous essayons de mobiliser les ressources au niveau local, national et international pour pouvoir adresser la question. Et nous avons également une base de données que le PNOV a pu mettre en place grâce à certains partenaires comme le PEPFAR. Et donc, nous veillons à ce que cette base de données soit renseignée par tous les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les bonnes décisions, on peut les prendre à partir de données de qualité. Alors, vous dites que vous allez sur le terrain. On sent là une communication sociale, une action de sensibilisation. Comment cela est fait concrètement et quel est votre champ d'action? Alors, pour commencer, le programme, qui est une direction, qui est une unité centrale, s'appuie sur les centres sociaux, qui sont les unités opérationnelles. Je pense que vous savez c'est quoi un centre social. Tout à fait. Oui. Voilà. Donc nous appuyons, nous travaillons avec les travailleurs sociaux, les assistants sociaux, les éducateurs spécialisés. Et c'est avec eux que nous faisons le travail de terrain. Et donc, une des stratégies que nous utilisons, c'est la plateforme de collaboration. C'est-à-dire qu'au niveau local, nous réunissons toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les ministères, l'éducation nationale, la santé et la justice, les autorités préfectorales, les collectivités, les ONG, les leaders communautaires et religieux. Donc, ils se retrouvent au moins une fois par mois dans l'année et ils adressent les questions des OEV, de telle sorte qu'un enfant qui a un problème scolaire, on pourra trouver la solution au niveau de cette plateforme. Un enfant qui a un problème d'extrait de naissance, on pourra trouver la solution. Un enfant qui subit des violences, on pourra trouver des solutions au niveau de cette plateforme. C'est très important. Quand on sait que le VIH-Sida est une problématique qui dure, hélas encore, la synergie des actions est mettre à l'actif de tout le monde. Quel point vous pouvez nous faire ici quant à la collaboration entre les différentes entités? Vous avez parlé du point focal qu'est votre programme, après la distillation avec les différents acteurs. Sur le terrain, comment ça se passe véritablement après ce qu'on entend des ONG et tout ça? C'est ça. Alors, donc, nous, c'est vraiment, je peux dire, une réussite, cette plateforme que nous avons réussi à mettre en place. Et donc, nous avons le PNOV, donc, va former les travailleurs sociaux qui vont aussi répercuter ces formations au niveau de tous les membres de la plateforme pour qu'ils soient tous au même niveau d'information. Et les ONG qui sont notre prolongement dans la communauté vont répercuter aussi ces informations dans la communauté et nous aider. Parce que quand il y a des enfants qui n'arrivent pas à manger, nous allons nous appuyer sur ces leaders communautaires et religieux qui vont nous aider à donner à manger à ces familles. Voilà. Il y a des familles aujourd'hui qui n'ont... Parce que les enfants ont perdu leur père et leur mère, qui se retrouvent abandonnés. Nous allons nous appuyer sur ces communautés qui vont les recueillir, dans un premier temps, le temps que nous fassions les démarches pour trouver au moins un membre de la famille. Parce que aussi, une autre stratégie pour nous, c'est la famille. Pour nous, c'est la famille qui est le meilleur endroit dans lequel l'OEV peut se développer. Et si vraiment on ne trouve pas de famille, alors les enfants pourront rester soit dans ces familles d'accueil, soit dans un centre d'accueil. Voilà, c'est ça. Tout ça, c'est la prise en charge de ces enfants vulnérables. Exactement. Là. Alors, de manière plus détaillée, plus concrète, lorsqu'il n'y a pas peut-être, lorsqu'il y a une famille, pardon, lorsque l'enfant est remis à la famille, est-ce qu'on continue le suivi ou on se retire? Ah oui, non. Le centre social continue de faire le suivi. Ils font des visites à domicile. Et donc, le PNOV offre des services. Ils offrent des services qui sont les services de prévention, comment éviter d'attraper le VIH, comment éviter de le transmettre. Ils vont, les autres services, c'est-à-dire, par exemple, un enfant, un OEV qui est sous ARV, un médicament antirétroviral,
ils font des maladies parfois opportunistes. À l'hôpital, on ne leur remettra pas les médicaments. Ils viendront au centre social et on verra avec la communauté, avec les partenaires qui sont autour, pour payer les médicaments, c'est-à-dire payer les médicaments de première nécessité, le traitement de palu et tout ça. Nous offrons aussi nous aidons à mettre les enfants en apprentissage. Nous les aidons pour l'alphabétisation, pour le renforcement. Nous les aidons à faire les extraits de naissance. Et donc, c'est tous ces services-là que nous offrons. Nous veillons à ce que l'enfant mange en quantité et en qualité. Parce que, et donc, vous allez voir qu'au niveau des centres sociaux, les familles viennent avec les enfants. Les travailleurs sociaux vérifient leur carnet de suivi. Voilà, le suivi. Et quand ils se rendent compte que l'enfant ne grossit pas, ne grandit pas, ils vont se dire, ah, il doit avoir un problème de santé. Ils vont le référer vers le service de santé. Et comme ça, on pourra faire soit le test du VIH, soit la tuberculose, en tout cas faire un suivi. Et donc, à l'hôpital, donc, ils vont faire la prise en charge médicale, mais au centre social, on fait la prise en charge communautaire et sociale. Alors, voilà. Et on apporte aussi les soutiens psychosociaux. Parce qu'il y a des enfants qui naissent, et souvent, on n'a pas eu le temps de leur dire que c'est la mère ou le père qui était infecté, et l'enfant, il prend des médicaments. Et quand il grandit, 13 ans, 14 ans, il se pose des questions. Parfois, ça crée vraiment un problème dans la famille. Il faut leur, voilà, de rupture, il faut leur apporter des soutiens psychosociaux, mais pour toute autre chose, vraiment. En tout cas, c'est tous les pans et compartiments de la vie de l'enfant rendu vulnérable par le fait du VIH-Sida qui est pris en charge ici par vos soins et par votre programme. Et là, c'est avec les avancées quant à la science même et à la recherche de médicaments pour pouvoir résorber, sinon résoudre définitivement le VIH-Sida. Il est encore présent et il y a quand même quelques stigmates, encore et la stigmatisation. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez visiblement par rapport à ça ? Alors, il y a encore beaucoup de problèmes de stigmatisation, effectivement, de discrimination, même si on essaie de faire la sensibilisation. Donc, on essaie de faire, d'aller vers les familles, vers les communautés pour leur expliquer que le VIH est une maladie comme toute autre, comme le diabète, comme l'hypertension. Aujourd'hui, ce n'est pas marqué sur le visage de quelqu'un VIH. Et donc, nous, le programme, alors, ce que nous faisons, c'est défendre les intérêts, défendre les droits des enfants, pour que la population sache que l'OEV est comme tout autre enfant. Et donc, aussi bien un enfant, entre guillemets, qui n'est pas porteur de maladie, doit pouvoir aller à l'école, doit pouvoir s'amuser, doit avoir tous ses besoins qui soient satisfaits. C'est la même chose pour les OEV. Et donc, nous allons nous battre contre ceux qui vont chasser. Par exemple, il y a des femmes qui sont chassées d'une maison parce qu'elles sont VIH. Et nous nous battons pour cela. Et dès que nous sommes informés au niveau du centre social, avec toutes les autorités, nous prenons les dispositions pour pouvoir réintégrer ou bien trouver un endroit où elle peut être pour pouvoir continuer de vivre normalement et s'occuper de leur famille. Et en plus, ce que nous faisons, parce que ce qui peut aider, c'est vrai, aujourd'hui, l'ARV est gratuit. Il y a pas mal de choses qui sont gratuites au niveau de la prise en charge médicale. Mais tant qu'au niveau social, le patient, l'OEV ou ses parents ne vont pas manger suffisamment. Un patient qui est sous ARV, qui doit aller prendre ses médicaments, s'il n'a pas l'argent pour aller à l'hôpital, il n'ira pas, alors que les médicaments sont gratuits. S'il n'a pas l'argent pour se déplacer pour faire le bilan biologique, il n'ira pas et on va arriver à des ruptures. Et donc, nous, ce que nous faisons, nous essayons d'aider ces familles-là à mettre des petits projets en place. Et là, ça fait partie d'un des services que nous offrons, qui est le renforcement économique. Nous aidons ces familles-là, on les organise en petits groupes de 20 à 30 au maximum. On leur apprend à épargner en vue de mettre en place des projets. Et au bout d'1 an, 2 ans, nous retrouvons des familles qui retrouvent leur dignité, qui arrivent à payer la scolarité de leurs enfants, à payer même la scolarité des enfants à l'extérieur. Donc, à faire des projets, à des activités génératrices de revenus, et même à épargner. Et aujourd'hui, en 2019, ces AVEC-là que le centre social, parce qu'au départ, c'était les partenaires qui mettaient les AVEC en place, et nous nous sommes dit, mais pourquoi est-ce que les centres sociaux ne mettraient pas des AVEC en place? Parce que les partenaires, ils sont là aujourd'hui, mais demain, ils ne seront pas là. Les centres sociaux sont des structures qui sont étatiques avec des fonctionnaires. Et donc, on a commencé depuis 2017 à mettre des AVEC en place. Aujourd'hui, en 2019, nous avons pu mobiliser plus de 394 millions. Vous voyez? Et donc, en seulement
3 ans, 2017, 2018, 2019. Et ça a permis de toucher plus de 5000 orphelins du fait du VIH. Et donc, c'est vraiment quelque chose pour le ministère qui est très important. On ne donne pas. Ce qu'on veut inculquer aux familles, c'est que arrêtez de donner l'argent. C'est l'autonomie. Voilà, c'est l'autonomie. Parce qu'on fait des dépenses souvent qui sont inutiles. Et quand on arrive à les sensibiliser, elles arrivent à éliminer des dépenses inutiles en vue d'épargner et puis d'être autonome. Okay. Alors, Madame Métier-Solange, donc c'est vrai que dans ce que vous avez dit, vous avez évoqué un aspect très important, les droits des OEV. Permettez cette relance. Hein. Quels sont les droits des OEV? Vous pouvez les citer pour qu'on puisse... Oui, les droits, c'est les droits que tous les autres enfants ont. Le droit à l'école, le droit à la santé, le droit au jeu, le droit... C'est-à-dire... Ce sont des aspects à ne pas rejeter parce que l'enfant a le VIH. Voilà. L'enfant a le droit d'aller à l'école. Mais aujourd'hui, on a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils ont perdu leur père et leur mère. Non, ils doivent aller. Et souvent, la plupart de ces enfants, quand on arrive à les appuyer, sont des enfants qui sont très brillants. Très brillants. Et aujourd'hui, depuis que le programme est mis en place, on a des cadres. On a des cadres, il y en a qui sont mariés, qui ont fait des enfants. Donc, il n'y a pas de raison de laisser une partie de la population de côté parce qu'elle est porteuse d'une maladie. Alors, quant à l'évolution, sinon même à la lutte d'une pandémie ou d'une maladie, les mentalités y sont pour beaucoup. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de la mentalité collective? Parce que dans le temps, c'était vraiment très réfractaire, rédhibitoire, mais aujourd'hui, de plus en plus, je pense, hein, j'espère, que le regard a changé. Vous qui êtes vraiment au cœur de l'action, comment ça se passe? Oui, ça, vraiment, il y a une nette amélioration. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui acceptent de témoigner à visage découvert. Aujourd'hui, les personnes OEV, parce qu'eux-mêmes s'auto-stigmatisaient aussi. Mais aujourd'hui, ils prennent confiance, ils savent qu'ils ne vont pas, et ils connaissent leurs droits. On n'a pas le droit de les rejeter pour cela. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une nette amélioration, même s'il y a encore des poches, parce que c'est une question de culture, une histoire de mentalité, ça ne change pas du jour au lendemain. Voilà, parce que quand un enfant perd son père et sa mère, tout de suite, les gens ont tendance à dire c'est un enfant sorcier, c'est un enfant, voilà, il a tué ses parents. Voilà. Donc, c'est tout cela qu'on essaie de leur expliquer, de prendre en compte la mentalité, la culture, parce que si on ne prend pas ça en compte, on ne peut pas changer beaucoup de choses. Mais il y a je peux dire qu'il y a beaucoup d'avancées. Et on continue la sensibilisation, même dans les hameaux les plus reculés du pays. On continue. Et c'est pour cela que nous avons dit, nous appuyons sur les ONG. Nous appuyons sur tous ceux qui peuvent nous aider, parce que nous, on ne pourra pas aller partout. Et ils nous remontent les informations, justement, grâce aux plateformes de collaboration. Alors, dans cet élan, hein, l'efficacité de toute action est soutenue par du financement. Vous nous avez tantôt parlé de mobilisation. Est-ce que vous disposez véritablement de financements conséquents qui puissent vous permettre de mettre en place toutes vos actions? Merci, ça c'est une question. Non, on n'a pas suffisamment de financement. Comme je vous disais, les partenaires aujourd'hui de plus en plus se retirent. Voilà, donc l'État fait déjà beaucoup, mais ça ne suffit pas, parce que quand les partenaires mettent les moyens, c'est pratiquement 80% qui mettent à la disposition des programmes. Et donc aujourd'hui, comment pérenniser tous ces acquis? Parce qu'on a appris beaucoup de choses. Et donc c'est faire le plaidoyer donc, au niveau de l'État pour leur dire que les OEV, ce sont des enfants de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est à nous, donc quand je dis nous, c'est à nous, Ivoiriens, de prendre en charge nos enfants. Et donc, nous avons des modules, nous formons les travailleurs sociaux, les directeurs régionaux pour qu'ils puissent mobiliser les ressources déjà au plan local. Nous allons vers les mairies. Aujourd'hui, il y a certaines mairies qui ont compris, certaines, comment on appelle ça, des mécènes, hein? Voilà, des mécènes, des individus, mais il faut leur donner l'information. Il faut qu'ils sachent quels sont nos besoins et pour qu'ils puissent nous aider. L'État aussi, nous essayons de faire le plaidoyer pour qu'il continue d'augmenter. Rallonge. Voilà. Et vous le dites avec le sourire. Vous en avez besoin. Pour convaincre, il faut sourire, je pense. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Matin Bonheur offre cette belle lucarne-là pour poursuivre cette sensibilisation. Votre message aujourd'hui aux familles, aux populations? D'accord. Alors, aux familles, déjà aux familles d'OEV, aux OEV aux familles, leur dire que l'espoir est permis. On peut vivre. On a des exemples de jeunes qu'on a pris, qui sont nés avec le VIH, mais aujourd'hui qui travaillent, qui sont mariés, qui ont mis des enfants au monde qui ne sont pas infectés par le VIH.
parce qu'il faut respecter tout ce qu'on nous dit à l'hôpital. Voilà. Et donc, la prise en charge du VIH, moi, je veux dire, c'est également et le PNLS, donc le Programme national de lutte contre le sida, qui fait la prise en charge médicale clinique, mais également le Programme national OEV, qui va faire la prise en charge. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ne font pas, nous le ferons pour pouvoir atteindre les objectifs. Et donc, c'est possible. Et nous disons aux familles aussi de fréquenter les centres sociaux, parce que les centres sociaux est gratuit. Et il y a toute cette panoplie de services. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons des orphelins du fait du VIH, mais nous prenons en charge toutes les autres vulnérabilités. Les personnes handicapées, les personnes âgées, vraiment tous ceux qui souffrent, quels que soient les problèmes. Avec donc, le centre social et avec les personnes, on essaie de mettre un projet en place pour pouvoir sortir ces personnes vulnérables de leur situation de précarité. Alors, de la description que vous venez de faire, hein, sinon de la démarche que vous avez abordée à l'instant, c'est de savoir qu'avec le fait qu'aujourd'hui, cette maladie soit un peu décomplexée, les gens sont enclins eux-mêmes à se diriger vers les centres sociaux. Les centres sociaux se trouvent généralement dans quel giron géographique dans les communautés et votre programme aussi? D'accord. Alors, les centres sociaux sont souvent soit à côté d'un centre de santé. Ce n'est pas toujours, mais dans la plupart des cas, ils sont à côté d'un centre de santé, à côté des écoles maternelles qu'on appelle les CPPE, parce que tout ça sont des structures du ministère. Et donc, ils sont répartis pratiquement sur toute l'étendue du territoire. Pas encore, mais on a à peu près plus de 130 centres sociaux. Alors, la particularité, c'est que nous intervenons dans les centres sociaux où il y a des plateformes. Donc, l'appel que nous lançons aussi, c'est qu'on nous permette d'installer les plateformes. Parce que pour installer la plateforme, il faut faire une analyse situationnelle et ensuite, il faut acheter du matériel, il faut former, donc ça a un coût. Et quand si on a pu installer toutes ces plateformes, ça nous permet d'atteindre plus facilement les objectifs. Et donc, le programme, il est situé derrière l'ENA, en face de l'IDT, voilà. Et le mail, je peux vous donner le mail. Tout à fait. Voilà, donc le mail, c'est pnoev2005@pnoev.ci. Nous avons également un site web, www.pnoev.org. Et un téléphone, le 27 22 41 39 88. Merci beaucoup, Madame Amétier Solange. On rappelle qu'elle est directrice du Programme national de protection des enfants orphelins et vulnérables du fait du VIH-Sida. Elle est du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Avec elle, eh bien, ce sujet est très important. Donc, nous parlons eh bien, de ces enfants vulnérables du fait du VIH-Sida. Merci encore à vous et à travers vous. Okay. Je voudrais vous remettre ça, c'est le rapport d'activité des 5 dernières années. Merci beaucoup. 2016-2020, donc voilà, avec vous, on aura encore de plus amples informations sur cet état de fait et continuer comme ça à sensibiliser nos populations pour leur dire que voilà, c'est réel, ça existe, il faudrait faire attention dans notre vie de tous les jours, n'est-ce pas, Alix? Tout à fait. Être aussi vigilant pour le VIH-Sida que pour la COVID-19, c'est faire preuve de responsabilité et sauver des vies, tout simplement. Et surtout ne pas stigmatiser. On peut vivre avec le VIH-Sida et être épanoui en communauté. Merci infiniment à vous tous d'être restés en notre compagnie. Cette émission, elle est terminée. On se reverra demain pour terminer ensemble cette semaine. Au revoir. Portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.